Bonjour à tous. Donc, on a le plaisir aujourd'hui de renouveler cet atelier du groupe de coordination multidisciplinaire de la filière. On a la chance d'accueillir le professeur Galacteros qui a accepté de nous parler des déficits en G6PD et de leur implication au cours également de différentes circonstances physiopathologiques. Donc, le groupe de travail, comme d'habitude, vous savez, organise des ateliers donc qui sont à la fois maintenant en présentiel et retransmis en visioconférence, toujours généralement la veille des différentes journées de la filière. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre pour ces organisations et puis discuter donc de cette coordination multidisciplinaire. Je ne sais pas si Louis, tu voulais ajouter un petit mot. Merci beaucoup et merci à M. Galacteros. Surtout, c'est pour rappeler que si des gens, en tout cas, ont en tête des thèmes, des thématiques à développer, on est preneur, on est disposé à en discuter. Et puis, ils peuvent poser les questions au fur et à mesure dans le chat ou à la fin de la présentation. Merci. Sans transition, Monsieur Galacteros, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh ben, merci de cette opportunité de parler des déficits en G6PD. C'est une présentation que j'ai volontairement centrée sur la génétique et les conséquences cliniques diverses. Et je vous ai épargné, vous me remercierez après, toute la partie biochimique. Alors, le mot favisme, c'est un néologisme assez récent, et vous voyez que c'est le dottore Montano di Lavello qui a proposé ce terme, après avoir observé, comme beaucoup d'autres et depuis longtemps, la relation qu'il y avait entre la consommation de la fève, la grande fève, et les accidents hyperhémolytiques chez un certain nombre de sujets, en particulier essentiellement masculins. Alors, un peu d'histoire. Alors, il y a un poète qui a laissé une phrase qui est un peu difficile à comprendre, mais qui dit « Abstiens-toi de la fève, abjecte nourriture. Je te répète ici l'ordre de Pythagore. » Pythagore, je vous rappelle que c'est un contemporain de M. Bouddha, entre autres, moins 600 ans avant Jésus-Christ. Et donc, déjà à cette époque, et puis depuis très très longtemps, le lien dans Babylone même a été fait entre la consommation de fèves et ces types d'accidents. Donc, il y a des cas ensuite qui ont été documentés sur le plan de façon médicale, donc au Portugal. Et puis, je vais aller très vite. Donc, la relation démontrée avec une anomalie érythrocytaire, et ça date de 1954, c'est-à-dire la guerre d'Indochine, où des soldats américains noirs, entre autres, avaient, sous la protection antipalustre par la primaquine, des accidents hémolytiques, pour certains d'entre eux et pas pour d'autres. Donc, dans les années 60, il y a ce lien qui a été établi. Donc, ensuite, il y a la distinction des types A et des types B. Ça, je vais avancer. Alors, c'est le plus fréquent des déficits enzymatiques, 500 millions de déficitaires dans le monde, dans toutes les zones qui recouvrent le risque d'impaludation. Chez les êtres humains, la diffusion donc, est liée à l'infestation palustre. Ça protège contre les formes sévères. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. En France, 450 000 déficitaires avec une distribution inhomogène. Effectivement, ça prédomine là où sont davantage des migrants d'origine africain ou asiatique et également dans les DOM. 150 000 naissances à risque, ça ne veut pas dire possiblement, risque sur la base de leur origine et sur le ciblage de la drépanocytose, et puis peut-être 9 000 enfants atteints par an. Et sur le laboratoire d'Henri Mondor, 5 à 10 déficits par semaine pour 85 échantillons d'enzymologie. Donc la prévalence, vous voyez que ça va de 0 dans plein de zones du nord des continents à pratiquement 40% en Afrique intertropicale. Et on a même, ça c'est un travail particulier, mais il y a un autre travail, c'est la diapositive suivante, et qui est la prévalence selon l'OMS,
et qui est à peu près similaire, comme vous voyez. Diapositive. Et donc, comme un peu dans les thalassémies, on a des répartitions particulières des mutations principales qui sont très récurrentes. La mutation méditerranéenne que l'on voit en rouge, les mutations MED et Chatham dans le Moyen-Orient, et puis dans le sud-est asiatique, les mutations Canton, Yingshan, et puis pour toute l'Afrique, les mutations de type dite A-. Donc vous voyez, ça, et c'est l'ensemble de ces mutations très fréquentes sont pour la plupart d'entre elles de type peu agressif, c'est-à-dire ne donnant pas d'hémolyse visible à l'état intercritique, en dehors des crises d'hémolyse. Maintenant, un petit peu de génétique. C'est un gène qui est situé dans le bras long du chromosome X. Voilà, comme vous le voyez. Et à proximité, il y a le gène HPRT qui est impliqué dans la maladie de Lesch-Tayane. Il y a le site du X fragile. Il y a le site à côté du facteur 8, donc de l'hémophilie, et puis de la vision des couleurs. Donc ce gène, il est un gène de 20 kb, 13 exons, et en dessous, vous avez la répartition des mutations. Comme vous voyez, elles sont dispersées dans tous les exons. C'est des mutations qui, pour l'essentiel, sont des mutations codantes, parce que le déficit complet ne permet pas le développement embryonnaire. Donc, il y a sans doute des cas d'avortement précoce qui pourraient être dus sur le plan génétique à des déficits complets en G6PD. Ensuite, l'inactivation de l'X. Alors, comme c'est chromosome X, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a chez les filles, vous savez, une inactivation d'un des deux X au hasard dans la population érythrocytaire, et comme dans les autres cellules. Donc, ce centre d'inactivation, il produit des cellules. Donc, cette inactivation se fait de façon théoriquement homogène, c'est-à-dire il n'y a pas plus une cellule que l'autre. Donc, du coup, on a 50% de cellules déficitaires chez les filles et 50% de globules rouges non déficitaires. Et naturellement, on parle des filles hétérozygotes là. Mais néanmoins, il y a deux possibilités extrêmes où la majorité des chromosomes inactivés sont non déficitaires, et à ce moment-là, le déficit hétérozygote est indétectable sur l'activité et autres méthodes. Et puis, en sens inverse, vous avez des filles qui ont un déficit quasi complet, bien qu'elles n'étant qu'hétérozygotes, parce que la quasi-totalité des globules rouges exprime le déficit au détriment des cellules normales. Alors, l'OMS a proposé une classification en classes 1, 2, 3, 4. La classe 1, c'est les plus rares, sont très rares, c'est une personne sur 1 million. Et ça donne une maladie hémolytique chronique, malheureusement émaillée de poussées hémolytiques aiguës, entraînant un besoin transfusionnel épisodique. Et parfois, même dans les cas les plus graves, un protocole transfusionnel régulier. La classe 2, c'est le type même de la classe 2, c'est la mutation qui est dite méditerranéenne, parce qu'elle est très fréquente dans toute cette région, dans laquelle l'hémolyse aiguë par le favisme, donc le fameux favisme, a été identifiée. Les classes 3, c'est là aussi des hémolyses aiguës, alors qu'à la base, l'hémogramme, les nombres de globules rouges, les réticulocytes, les signes d'hémolyse, tout ça est négatif. Donc, c'est quelque chose qui a été proposé pour classer ces déficits, et vous verrez que c'est maintenant battu en brèche. J'en parlerai à la fin de l'exposé. Si on regarde ce qui se passe en région parisienne, vous voyez une très grande majorité de déficits de type A-, sur 193 cas séquencés. Et actuellement, on en est à plus d'1 millier de cas séquencés, et la répartition reste la même.
avec des types A- de diverses natures, parce que vous voyez qu'il y a deux types là, et puis le déficit en G6PD méditerranéen, et tous les autres sont rares. Voilà, donc ça, c'est les chiffres actuels. Donc vous voyez qu'il y a 473 et puis 64 déficits de type méditerranéen. Donc vous voyez, c'est une large prédominance de ce type de déficit. Et puis le LIS-Pro, c'est la forme asiatique, positive. Donc ensuite, pourquoi A, pourquoi B? Eh bien, ça remonte au début des études et l'électrophorèse de G6PD. Vous voyez qu'en bas, il y a les taches noires, c'est l'hémoglobine, et les taches colorées, c'est la révélation de l'activité enzymatique. Donc, les classes A, bien, c'est des mutations qui sont quelque peu à distance du site catalytique de l'enzyme. Et vous voyez qu'il y a deux mutations, celle qui confère la mobilité électrophorétique, qui est en position 126, et celle qui confère le déficit, qui est la mutation en position 68. La mutation 68, elle peut être combinée à toutes sortes d'autres mutations qui donnent des modifications de mobilité électrophorétique, mais pas de modification d'activité. Donc, on regroupe toutes ces mutations sous le sigle de type A-. Et là, vous voyez que la mutation, elle est très proche du site catalytique, et ça explique pourquoi c'est un déficit qui est beaucoup plus marqué. Voilà. Alors, en ce qui concerne la mesure de l'activité enzymatique, vous voyez sur le graphe la courbe bleue, qui est la forme réduite du NADH, du ADPH, qui absorbe à 340, alors que la forme oxydée n'absorbe pas. Et par conséquent, ça permet de mesurer l'activité en suivant le passage du NADP au NADPH2. Et puis, si on regarde maintenant les activités, je crois qu'il y a encore... puis voilà, merci. Vous voyez que par tranche d'âge, vous voyez qu'il y a une moyenne qui est nettement plus élevée chez les tout-petits, chez les nourrissons, à 20 unités grosso modo, pour une valeur moyenne à 15 unités par gramme d'hémoglobine, que ce soit les garçons ou les filles. La deuxième chose qu'il faut considérer, c'est l'extraordinaire dispersion des valeurs, puisque les codes là sont 2,5 à 10,97 percentile. Donc vous voyez qu'il y a une énorme dispersion, et ça c'est la réalité du travail de laboratoire. Hein. On n'est pas dans la théorie, on est dans la réalité des dosages. Alors ensuite, quand on regarde les globules rouges selon leur densité, vous savez que chez les êtres humains, l'âge des globules rouges correspond à des cellules moins denses et les cellules vieilles sont les plus denses. Donc c'est la fraction F1 est la plus légère, et vous voyez que l'activité est grosso modo le double de ce qu'elle est sur les fractions les plus lourdes. La carence en fer perturbe considérablement le diagnostic chez les femmes, en particulier les hétérozygotes. Alors là, vous avez une femme de 30 ans qui consulte pour une anémie fériprive profonde. Hein. Elle va être traitée. Et vous voyez que l'activité G6PD, qui était augmentée au départ, elle se normalise, etc. etc. Donc, la carence en fer joue un rôle perturbateur considérable, et ça a une énorme importance parce que, précisément, ça touche la carence en fer, comme vous savez, ça peut toucher jusqu'à plus de 50% des femmes réglées. Donc là, cette étude, c'est une étude qui est en cours de publication, hein, elle n'est pas encore publiée, mais ça ne va pas tarder, qui était du laboratoire de l'hôpital Henri Mondor, initié par mes collègues du laboratoire, et qui a fait correspondre, et c'est le seul travail de ce type qui existe pour le moment au monde, les activités avec la caractérisation génétique des patients. Et donc, vous voyez ici que l'activité G6PD, il y a les limites verticales, qui est la limite inférieure de la normale, autour de 9, et le rapport G6PD sur pyruvate kinase, qui permet de mieux en mieux différencier les patients qui sont
donc soit hommes, soit en général, et en particulier les femmes, vous voyez, qui ont des déficits. Donc maintenant, pour cette raison-là, pour cette raison de spécificité et de sensibilité, on privilégie toujours le rapport G6PD sur hexokinase ou pyruvate kinase, qui sont d'autres enzymes du globule rouge. Maintenant, quand on regarde les différentes classes, on s'aperçoit qu'en fait, même s'il y a une différence, il y a un recouvrement complet de ces classes et que l'activité ne permet absolument pas de différencier les types 2 des types 3. Diapositive. Alors ça, c'est une conclusion à laquelle est arrivée d'autres publications, en particulier un article de Lozzato que je ne vous ai pas donné, mais qui... Là, c'est l'aspect des globules rouges au cours d'une crise hémolytique. Est-ce que vous voyez beaucoup de globules rouges mal déformés, très anormales. Vous voyez des hémighosts, c'est-à-dire des globules rouges qui sont à moitié fantomatiques et d'autre part, la coloration ne permet pas de voir les corps de Heinz, mais il y en a et c'est ça qui déforme la membrane des globules rouges. Et puis enfin, la plupart du temps, il y a des méthémoglobinémies. Et ces méthémoglobinémies, elles sont au moment de l'épisode hémolytique et elles ne débordent pas cet épisode. Et en général, le taux de méthémoglobine ne dépasse que très rarement 10%. Et donc, c'est un indicateur diagnostique, mais en aucune façon un problème à prendre en compte sur le plan thérapeutique. Alors, il y a d'autres méthodes maintenant qui apparaissent pour identifier en particulier les femmes hétérozygotes. Diapositive, là c'est de la cytométrie en flux. Vous voyez ici, c'est une illustration sur l'image de gauche de la double population vis-à-vis de G6PD chez les femmes. Les globules rouges qui sont foncés, c'est les globules rouges dont l'activité G6PD est normale. Et les globules rouges pâles, c'est les globules rouges qui sont déficients. Et vous voyez qu'il y a clairement deux populations. Eh bien, si vous regardez en bas, vous voyez qu'effectivement, on retrouve ces deux populations. Donc, ça permet de détecter. Et là, c'est pareil, vous voyez que cette activité, cette ionisation, donc, elle est susceptible d'un certain recouvrement malgré tout. Et donc, on n'est pas encore dans une solution parfaite en termes de distinction des hétérozygotes par cette approche. Il y a une autre approche diagnostique, la suivante, qui est une approche qui est un point of care, enfin donc un diagnostic déporté au lit du malade, si je puis dire. Il y a plusieurs appareillages. Ça permet à partir de 5 microlitres de sang total, d'avoir un résultat en 4 minutes et le coût est supérieur au test qualitatif, mais c'est encore en cours de validation. Il y a effectivement plusieurs études en cours qui sont pratiquement achevées, qui vont être publiées pour permettre effectivement de valider cette approche. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'un diagnostic rapide? Eh bien, à l'initiation de traitement à risque pour un éventuel déficient, paludisme à Plasmodium vivax, on va aller parce qu'il faut introduire la primaquine et que la primaquine, c'est le seul traitement de ces formes à niche hépatique du paludisme avec les risques de récurrence ad vitam aeternam tant qu'on n'éradique pas la niche. Et c'est seule la primaquine permet de le faire. Certaines chimiothérapies, en particulier les chimiothérapies agressives sur le plan de l'oxydoréduction, la mise sous disulonodapsone, qui est parfois une urgence dans certaines maladies de système. L'usage de grosses doses d'ascorbate, c'est très à la mode, les grosses doses d'ascorbate dans certaines approches du diabète, certaines approches du cancer. Ça peut être un avenir thérapeutique et par conséquent, quand je dis des grosses doses, c'est des vraies grosses doses, hein, c'est le genre 10 grammes, 20 grammes. Donc, l'usage, d'autre part, chirurgical de grosses doses de bleu de méthylène qui sont utilisés comme traceurs en général, comme pour visualiser au niveau du champ opératoire les fistules ou ce genre de choses. Et ça peut exposer le patient à des passages systémiques qui sont très délétères.
Et enfin, il y a les ictères néonatales qui sont parfois, en tant que telles, ne nécessitent pas un diagnostic urgent, puisque c'est la prise en charge qui est urgente, mais ça permet de mieux cerner l'étiologie, alors qu'il y a, comme vous savez, il y a toute une série d'étiologies possibles. Alors, le retentissement clinique, maintenant, alors ça, c'est une diapositive historique. Donc, vous voyez que c'était le fameux cas du Vietnam. Vous voyez qu'au milieu, il y a la drogue, 30 mg de primaquine tous les jours. Et ce qui se passe, vous voyez que l'hémolyse se produit de façon progressive à partir du début du traitement, avec une hémoglobinurie qui apparaît au 3e jour et qui va durer une semaine, une petite semaine, 4-5 jours. Et ce qui se passe ensuite, très curieusement, c'est que tout s'arrête et qu'il y a une récupération, recovery, et ensuite une situation d'équilibre alors que le médicament n'a pas été interrompu. Donc, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que les globules rouges les plus déficients en G6PD vont hémolyser au niveau que leur impose le stress de la primaquine à 30 mg par jour. Si on avait donné plus de primaquine, on aurait eu une hémolyse beaucoup plus importante. Mais au bout d'un certain temps, ça sélectionne des globules rouges jeunes qui ont une activité G6PD plus élevée et qui, par conséquent, entraînent une résistance à l'hémolyse, ou du moins une hémolyse chronique bien compensée. Et là, si vous regardez ce qui se passe chez les sujets normaux, vous voyez que quand vous mettez ces patients sous primaquine, eh bien, il y a une petite chute de l'hémoglobine, mais qui est très faible parce que chez le sujet normal, seuls les globules rouges les plus âgés sont déficients en G6PD et pas plus de 5-10% d'entre eux vont hémolyser. Et donc, ensuite, les hétérozygotes, vous voyez, ça peut être beaucoup plus important, ainsi que les sujets déficients, que ce soit des filles ou des garçons. Ensuite, il y a une question un peu étrange, mais quand même pas banale. Des gens ont étudié l'hémogramme des déficients en G6PD en dehors des crises et des déficits de type A-. Et ce que vous voyez très bien, c'est qu'il y a un effet sur le VGM, sur la réticulocytose et sur les réticulocytes, c'est ça, c'est ça. Filles et garçons. On peut passer, donc je vous laisserai les diapositives naturellement. Et plus inquiétant, et on ne comprend pas très bien pourquoi, mais c'est une source qui maintenant date de 10 ans, OMS, montrant, quand on regarde les pathologies du globule rouge, le déficit en G6PD, vous voyez en bas là, eh bien, la mortalité en milliers entre 90 et 2013 a augmenté de 12% grosso modo. Ce qui est déjà étonnant, c'est que cette mortalité spécifique existe, parce qu'on n'a pas forcément conscience de ça, et ensuite qu'elle augmente. Ensuite, G6PD, risque résiduel d'ictère nucléaire. En France et dans les grandes maternités, ça fâche les gens tout rouges de penser qu'on se moque de leur capacité à soigner les enfants tout jaunes. Mais parce qu'ils sont très bien équipés, ils sont le personnel qu'il faut, etc. Mais c'est loin d'être aussi riche et aussi capable partout, et en particulier dans beaucoup d'autres pays que la France. Et le risque, c'est que ces ictères, vous voyez ce bébé, comme il a un petit air jaune là, eh bien, puisse faire une atteinte cérébrale irréversible avec une commissalité, un retard cognitif, une surdité éventuellement définitive. Et à partir du moment où la bilirubine monte au-delà des zones à risque qui sont indiquées sur la droite. Donc ici, une méta-analyse qui montre qu'effectivement, le déficit en G6PD est effectivement très important chez les nouveau-nés comme cause d'ictère, et l'ictère nucléaire en particulier. Il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps aux États-Unis qui a montré qu'il y avait encore beaucoup trop d'ictère nucléaire. Et ceci étant dû au fait que les parturiantes
sont mises à la porte de la maternité à J1 et qu'il n'y a pas toujours un suivi adéquat. Et il a été montré secondairement que l'éducation maternelle par rapport à cette ictère elle joue absolument un rôle préventif clé, absolument clé pour prévenir l'ictère nucléaire. Vous savez qu'il y a plusieurs publications, et en particulier des publications françaises. Là, vous voyez Françoise Bernaudin, la diapositive suivante, Philippe Joly, Philippe Cohn, donc le groupe de Lyon, ont montré que cliniquement, il y avait une interaction avec le déficit en G6PD sur le plan de l'anémie, mais surtout sur le plan de la vasculopathie cérébrale. Sur Mondor, chez les homozygotes uniquement et chez les adultes, vous voyez que l'activité G6PD, elle est très clairement à double chez les sujets normaux et sujets déficients en bas. Il y a quelques valeurs intermédiaires, mais très peu. Des positives. Et si on regarde la même chose chez les femmes, là, la confusion est complète. Il y a un recouvrement complet. On est tout à fait incapable de distinguer les hétérozygotes des homozygotes normales, des positives. Si on regarde les réticulocytes, il n'y a pas vraiment de différence entre les déficients et les non déficients. Et si on regarde le VGM, même chose, il n'y a pas de différence. Donc, le problème du déficit en G6PD dans la drépanocytose, c'est un problème qui est difficile à cerner et on se demande vraiment si ça a une réelle importance. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que ça n'occasionne pas de surcroît de maladies hémolytiques chroniques ou aiguës. Vis-à-vis du paludisme, pour continuer, donc il y a cette affaire de caractérisation du déficit en G6PD sur la morbidité malariale, des positives. Et là, vous voyez sur ce travail qui a été signé par ce grand groupe précédent, vous voyez qu'il y a un excès, les points rouges, hein, vous fixez sur les points rouges, un excès d'anémie sévère, et à l'inverse, une forte diminution du paludisme neurologique. Donc, globalement, ça atténue la sévérité du paludisme, mais surtout sur la mortalité neurologique. Et donc, la primaquine, j'ai déjà parlé dans le Plasmodium vivax au Valais. Je voudrais revenir juste une seconde. Simplement, il a été montré que si on modifie quelque peu les modalités de prescription de la primaquine en faisant des doses cumulées hebdomadaires sur 8 semaines, eh bien, on pouvait le donner de façon sécurisée, même aux déficients G6PD, et que ce n'était peut-être même pas la peine de se préoccuper de savoir si les gens sont déficients. Diapositive. Un tout petit mot sur l'oncologie. Diapositive. Donc, il y a une interaction forte entre le métabolisme de la voie des pentoses et donc le glucose 6-phosphate déshydrogénase et la régulation par la P53. Et d'autre part, il y a parmi les inhibiteurs connus de la G6PD, on a le DHEA, hein, c'est quand même très intéressant de voir ça, le resveratrol, la généistine, ça c'est des composés phytoestrogènes qu'on trouve dans l'alimentation, etc. Bon, voilà, donc avec les références qui sont dans cet article. Diapositive. Donc là, effectivement, vous voyez que la protéine P53, en haut à droite, inhibe G6PD et par conséquent maintient un niveau de radicaux libres qui est important dans la lutte contre les cellules cancéreuses. Je passe là-dessus. Et ensuite, juste pour dire que sur le carcinome hépatocellulaire qui est dû en général à des infections chroniques à hépatite B, eh bien, on a une corrélation inverse entre le déficit. Pour être très clair, le déficit en G6PD protège de la survenue du carcinome hépatocellulaire et ça réfère potentiellement à une diapositive précédente.
Donc, il n'y a pas que du mauvais dans le déficit, comme vous voyez. Ensuite, le don du sang. Est-ce que les déficients en G6PD ont le droit de donner leur sang? Eh bien, la Haute Autorité de Santé, dans le PNDS qui a été écrit par les membres de la filière, écrit la chose suivante. On va revenir en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Chez les donneurs de sang en France, si le déficit est connu, il constitue une contre-indication au don du sang. C'est clair, c'est net. Diapositive. Et donc, effectivement, la question se pose. Il y a plusieurs études en cours et cette référence-là vous donne une méta-analyse relativement récente, diapositive, des effets soit neutres, soit délétères, et en particulier chez les nouveau-nés et ensuite chez les adultes. Donc, vous voyez que les choses sont loin d'être tranchées. Interaction G6PD diabète. Alors, ça joue sur l'hémoglobine glyquée. Diapositive. Donc, ils ont fait un génome en fonction du taux d'hémoglobine glyquée. Et vous voyez qu'il y a plusieurs types de gènes qui sortent. Hein, vous voyez, c'est les points colorés qui dépassent le grand groupe de gauche. Par exemple, vous voyez que l'exokinase HK1 au milieu est tout à fait indicative d'une modification du taux d'hémoglobine glyquée. Et puis tout en bas, vous voyez G6PD. Et donc, tout ce qui est en rouge, c'est des modifications potentielles du globule rouge. Tout ce qui est en vert, c'est le métabolisme du glucose. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de situations génétiques qui vont moduler le taux d'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est un indicateur diagnostique du diabète et ça suffit, les modifications induites par ce polymorphisme génétique suffisent à tromper sur de faire en sorte que le diagnostic du diabète puisse être sous-estimé. Donc voilà, ça c'est par rapport justement, c'est l'illustration de ce que je viens de dire, diapositive. Donc ensuite, il y a d'autres pistes très intéressantes qui commencent à apparaître sur le rôle de cette enzyme dans l'inflammation du tissu adipeux et donc son rôle dans l'obésité. Vous savez que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire, en plus des autres conséquences qu'elle a, et c'est pour ça qu'elle est impliquée dans la survenue d'une multitude d'autres pathologies. Eh bien, il se trouve que le déficit en G6PD améliore la résistance à l'insuline en réduisant cette inflammation adipocytaire. Pour terminer, je voudrais vous donner quelques circonstances inhabituelles d'hémolyse. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais aller vite. Là, ce qui est connu depuis la haute antiquité, donc c'est l'histoire des grandes fèves. Hein. La petite fève ou la févrole est sans danger, de même que lentilles, petits pois et haricots, hein, parce que les listes que l'on trouve sur Internet sont complètement fausses. Pour une raison simple, c'est que le mot fève est pris au sens générique et non pas au sens botanique. Diapositive. Eh bien, on peut avoir des hémolyses graves au moment d'une décompensation acidocétosique dans un diabète. J'en ai vu plusieurs cas moi-même. Diapositive. On peut avoir des hémolyses dans les utilisations des nouveaux hypouricémiants. Diapositive. L'usage du henné sur la peau, qui est un usage extensif chez les nouveau-nés, et ça c'est connu depuis longtemps que chez les nouveau-nés, on les badigeonne de henné avec des dessins de façon propitiatoire, hein, pour les protéger du mal. Et diapositive précédente, je vais juste terminer en disant que malheureusement, il y a des solutions de henné et du henné en feuilles qui sont vendues sur le net. Bien entendu, ce n'est pas du tout de la pharmacologie normale. Et j'ai au moins un patient qui, ayant consommé cette décoction, a fait une crise hémolytique
profonde, alors qu'il avait une forme à moins, il était togolais, et il a eu cette idée, et surtout le bon sens de me dire qu'il l'avait fait. Ensuite, il y a une plante qui s'appelle Acalypha indica, qui est très consommée dans les pays chauds, et en particulier à Mayotte et à La Réunion, pour ce qui nous concerne. Une diapositive. Donc, c'est une herbe à tout faire. Vous voyez que ça soigne tout, ou presque. Diapositive. Et malheureusement, quand on la consomme en tant que légume, en salade ou en potage, eh bien, ça va donner ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire la couleur des urines, qui est la fameuse urine Porto, quand les globules rouges se détruisent en masse. Diapositive. Ensuite, pour terminer, consommation de nitrate et de nitrite. Alors, depuis très longtemps, on sait que quand on prend des nitrites, du salpêtre, par exemple, de nitrite de potassium, dont on fait la poudre à canon, vous savez, est connu pour pouvoir provoquer des crises hémolytiques et des méthémoglobinémies parfois très graves, si graves même que la consommation de nitrite dans pas mal de pays asiatiques est maintenant une des méthodes principales de suicide. La consommation de nitrite isopropyl, les poppers, peut avoir les mêmes effets. Et donc, ce qui est nouveau, c'est que les produits congelés de légumes verts sont très riches en nitrate, surtout l'agroalimentaire moderne. Et ces derniers, excusez-moi pour le R qui manque, peuvent se transformer en nitrite de deux façons, sous l'effet des bactéries rétrolinguales dans la salive et spontanément si la décongélation précède la consommation de plus de 12 heures, même au réfrigérateur. Et donc, j'ai plusieurs cas, on ne peut pas généraliser pour le moment, mais j'ai plusieurs cas de personnes qui ont fait des hémolyses importantes ou des méthémoglobinémies importantes par ce mécanisme. Diapositive. Pour terminer, il y a donc le fameux PNDS, diapositive, avec les consignes que vous voyez et les références qui vous permettent d'y avoir accès à l'ANSM. Et puis, le fait de ce qui n'est pas fait malheureusement, ou très peu, c'est de déclarer les effets indésirables des médicaments. Et ça, c'est un vrai scandale que quand on considère que c'est tellement normal d'hémolyser quand on prend du Bactrim et qu'on est déficient en G6PD qu'il n'y a jamais de signalement. L'éducation des patients, j'en ai déjà parlé. Et puis, pour terminer, donc, cette référence HAS, et je crois que j'ai terminé. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Et puis, s'il y a des questions, je vous en prie. Pour l'ictère des nouveau-nés, c'est aussi bien garçon que fille? Oui, l'ictère des nouveau-nés, ça touche tous les nouveau-nés. Mais effectivement, chez les garçons, le déficit en G6PD, il est plus important en termes d'étiologie. Mais certaines filles hétérozygotes hémolysent, hein, malgré tout. Enfin, hémolysent. Nuance. L'ictère des nouveau-nés n'est pas forcément hémolytique dans le déficit en G6PD. C'est plutôt une immaturité renforcée. Comme vous voyez, je vous ai épargné l'oxydoréduction dans le globule rouge. Et ça, c'est réservé aux biochimistes. Mais c'est très intéressant, hein. Par exemple, vous savez sans doute que la vitamine C n'est pas synthétisée chez l'homme, sinon ça ne serait pas une vitamine. Et que l'être humain est le seul mammifère avec les chauves-souris à avoir cette caractéristique, qui est une évolutif et qui est fondée sur l'évolution de l'alimentation de l'être humain, et donc qui a joué un rôle darwinien majeur. Et ce qui se passe, c'est que le recyclage de la vitamine C, ça passe par le globule rouge. Donc, quand la vitamine C a été oxydée en DHA, dihydroascorbate, eh bien, elle rentre dans le globule rouge, et le globule rouge est le seul tissu qui va être capable de recycler en ascorbate par le système, justement, de la G6PD. C'est pour ça que la vitamine C est, au-delà d'une certaine dose, parce que, bien sûr, la vitamine C, c'est totalement vital, au-delà d'une certaine dose de vitamine C, il y a des générations de radicaux libres qui font que le système est débordé et il y a hémolyse.
mais pas aux petites doses. Alors, on a une question. Bonjour, un papa m'a parlé de farine de fèves dans les pains de mie classiques achetés en grande surface. Et j'ai constaté également dans la liste des ingrédients. Est-ce que vous avez fait un commentaire à ce sujet? Oui, tout à fait. En fait, c'est la fèverolle, c'est la petite fève. Ce n'est pas la fève, la grande fève que l'on voit sur les marchés ou dans les salades. Et cette petite fève, elle est présente à 1% dans la panification et elle est donnée pour pouvoir blanchir le pain, la farine. Ça a un effet blanchissant, mais la consommation est sans danger pour les déficients. Donc, si on a bien suivi, elle n'est pas dangereuse, c'est pas comme la grande fève. Non. Vous avez parlé rapidement de la drépanocytose et donc de l'atteinte neurologique. Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus, le mécanisme? Ça mérite surtout d'être mieux étudié. Ouais. Parce qu'on sait que les atteintes endothéliales et aussi rhéologiques qui sont à l'origine de la vasculopathie cérébrale, ça fait appel aux modalités d'hémolyse intravasculaire. Et il est possible que chez le tout petit, qui est encore avec une activité splénique compétente, cette forme d'hémolyse soit différente et que les globules rouges également, la sélection des globules rouges que la rate produit soit différente en fonction du déficit ou non. Mais ça mérite d'être regardé encore de très près sur la description du phénomène hémolytique lui-même. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, bonjour, il me semble difficile de distinguer grande fève de petite fève. En pratique, que dire aux patients sur la consommation des fèves? Au final, l'éviction totale, c'est plus simple. Oui, oui, bien sûr. Si on veut simplifier, oui. Maintenant, il faut regarder dans le détail. Moi, je suis en ce moment entre les mains des diététiciens. Et ils m'apprennent dans le détail ce que je peux manger et ne pas manger. Et je crois que j'arrive à comprendre. Donc, il ne faut pas désespérer de l'information. L'information est toujours utile. Maintenant, si pour les gens, c'est plus facile de l'éviction totale, eh ben, on fait comme ça. En cancérologie aussi, vous avez pas mal parlé de la cancérologie. Probablement, on ne recherche pas assez souvent ces déficits. Vous conseilleriez, je ne sais pas, dans un bilan un peu, alors, on a vu que c'est quand même effectivement, certains traitements qui vont être importants, mais est-ce que vous pensez quand même que ça devrait être un petit peu plus régulièrement recherché? Oui, il y a encore récemment une publication là-dessus qui a montré que la chimiothérapie d'induction dans la pathologie hématologique, cancer onco-hématologique, pouvait tuer le patient par l'effet du déficit G6PD. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu 2 fois des patients, ensuite on ne sait pas toujours, hein, qui, dans les suites immédiates d'une induction chimiothérapie en onco-hématologie, sont décédés d'anémie suraiguë. Et surtout, l'anémie suraiguë chez les hématologues, ça ne leur fait pas peur, ils savent transfuser, et ils ont toute facilité pour le faire. Non, mais les patients sont morts de défaillance multiviscérale parce qu'il y a d'inondation par le produit hémolytique. C'est des messages pour nos confrères cancérologues. Alors, bonjour, est-ce que c'est facile de poser le diagnostic de déficit en G6PD chez le drépano malgré la forte réticulocytose? C'est souvent une question. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que tout le travail consiste maintenant à faire les ratios de l'activité G6PD avec l'activité d'enzymes qui sont également augmentées en cas de réticulocytose. Donc, en théorie, il y a une proportionnalité entre les deux. Par exemple, l'exokinase est très augmentée dans les réticulocytes, mais G6PD aussi, de façon à peu près proportionnelle. Et donc, quand on a l'activité exokinase et que l'activité G6PD n'est pas en accord avec ce qu'on attend, et plus basse naturellement, eh bien, on est en droit de suspecter un déficit. Ensuite, parfois, il y a des limites à l'approche biochimique et il faut aller jusqu'à la génétique. Et c'est assez rare.
Oui, finalement, l'apport de la génétique, finalement, on a vu tout à l'heure qu'au final, la génétique n'est pas forcément très bien corrélée au taux de G6PD. Donc, dans quel cas vous proposez vraiment, parce que Ouais. finalement, lorsqu'on a un déficit, c'est assez fréquemment proposé par le laboratoire. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est ça, c'est à chaque fois qu'on est dans une situation où la décision thérapeutique est vraiment importante et décisive, on peut aller jusqu'à la génétique. Sinon, on peut se contenter d'une situation. Il faut quand même savoir que, et ça a été montré aussi, que l'activité G6PD telle qu'elle est, c'est un critère de risque. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'activité est très basse, là, il y a des forts risques d'hémolyse importante. Chez le même patient qui aurait, pour une raison ou une autre, une carence en fer, je ne sais pas quoi, une activité haute, eh bien, l'hémolyse sera nettement moindre pour la même dose du produit oxydatif. Donc, le taux est presque, enfin, est plus important finalement que la génétique, quoi. Exactement. Alors, il y a oui, c'est ça, deux autres questions. Le rapport avec l'exokinase est-il préférable à celui avec la pyruvate kinase? Bien, est-ce que dans Non. les études que Gondor vous décriviez? Oui, le seul intérêt de l'exokinase par rapport à la pyruvate kinase, c'est que, les déficits hétérozygotes sont extrêmement rares, alors que pyruvate kinase, c'est pas si rare que ça, et en particulier chez les personnes d'origine africaine, puisqu'il a été dit que même le déficit en PK hétérozygote en Afrique était un des facteurs de résistance au paludisme. Donc, on a tendance à privilégier l'exokinase pour une autre raison, c'est que l'amplitude d'augmentation de l'exokinase, c'est en gros de 1 à 10, alors que l'amplitude d'augmentation de la pyruvate kinase, c'est 1 à 3 à peu près, guère plus. Donc, ça permet une meilleure sensibilité de la duration. Ok. Et enfin, donc le déficit peut-il évoluer avec l'âge? C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, ou le corps peut-il trouver des alternatives pour se défendre? Alors, c'est quoi l'âge? On peut discuter de tous les âges. Par exemple, un fœtus, il a été dit qu'un fœtus déficient ne devrait pas recevoir via le placenta des produits oxydatifs. Alors, il y a une circonstance, c'est le traitement de la toxoplasmose maternelle qui requiert des sulfamides. Donc là, attention, parce que ça pourrait éventuellement passer sur le versant fœtal. Et voilà. Bon. Mais c'est plutôt des on-dit qu'une démonstration. Ensuite, il y a l'âge du biberon et l'allaitement maternel. Et ça, c'est une réalité. Moi, j'ai vu des hémolyses importantes chez les nourrissons à cause de la prise de vitamine C en quantité pharmacologique chez la mère. Ensuite, il y a le grand âge. Alors, le grand âge, c'est un peu curieux parce que chez les femmes en particulier, l'équilibre des deux populations de globules rouges qui ont les deux expressions des deux chromosomes différents, X1 et X2, va changer avec l'âge. Au-delà de 75 ans, il y a de profonds changements de cet équilibre et selon le sens de la variation, on peut voir disparaître le déficit ou au contraire, il s'accentue. Et on peut avoir, curieusement, des femmes qui ont mangé des fèves toute leur vie, sans aucun effet majeur, et qui, pour leur 75e anniversaire, s'en refont un bon plat et font une hémolyse tout à fait typique. Et donc, ça, c'est l'évolution de. Ça, oui, c'est connu pour dans d'autres domaines. Ce que vous nous montriez tout à l'heure aussi, que le taux en fait avait tendance à varier avec l'âge. Donc, ça, c'est pas, là, vous l'expliquez comment en fait? Donc, il y a le processus, chez la femme, effectivement, hétérozygote, il y a le processus de la lionisation, mais après, il y a d'autres explications. Oui, là, il faut se méfier parce qu'il s'agit de données de laboratoire en vie réelle. Or, précisément, ça donne un biais de recrutement qui est majeur, puisqu'on s'intéresse a priori voilà, sur l'indication. Oui, voilà, je comprends. Oui, d'accord. OK. Alors,
Bonjour, vous avez dit qu'une carence martiale peut interférer avec les résultats de dosage. Cela suppose qu'il faut faire un contrôle dès qu'il y a une carence et à quelle fréquence? Non, dès lors qu'il n'y a pas d'urgence, il faut avoir 3 mois de rétrospective, enfin 3 mois de carence martiale guérie. Voilà, parce que la durée de vie des globules rouges, c'est 3-4 mois. Donc, le temps que les globules rouges carencés en fer disparaissent, c'est à peu près ça. Et à partir de ce moment-là, on peut doser fiablement la J6PD. Donc, Et, on corrige. oui, donc c'est la fréquence, il n'y a pas une fréquence. Il faut essayer d'obtenir une guérison de la carence. Donc, on dose pas, enfin, tant que c'est pas corrigé, on dose pas et ensuite on attend un petit peu, on attend 3 mois globalement la Je vois pas correction. trop l'utilité. Après, une transfusion sanguine, c'est pareil, il faut attendre 2 mois, en grosso modo, 2-3 mois. D'accord. Alors, quid de la vitamine K donnée aux nouveau-nés avec déficit en classe 3? En général, c'est parfaitement bien supporté parce que les doses ne sont pas très fortes. Et quand on fait le rapport entre bénéfice-risque, même en incluant ces patients, enfin ces personnes-là, ces nouveau-nés-là, les petites personnes, il y a le risque qu'on prendrait à ne pas donner de vitamine K, pardon, serait quand même plus fort. Alors, je crois qu'on a plus de questions. Bah, on vous remercie, donc Louis et moi, vraiment, vous remercions beaucoup pour ce topo vraiment très. Ça a dressé vraiment un portrait très complet du sujet. En plus, je trouve qu'on a assez rarement de topos sur ce sujet. Donc, je trouve que c'est vraiment passionnant et vous avez vraiment appris beaucoup de choses. Donc, je pense que, à mon avis, toute l'audience est tout à fait d'accord avec ça. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis, Moi, je voudrais renchérir sur ce qu'a dit Louis Affo tout à l'heure. Et là, je prends ma casquette d'animateur de la filière encore pour quelques temps. Je crois vraiment que des sujets comme ça, peut-être un certain nombre de personnes en ont besoin. Je pense par exemple à un topo sur l'expression de l'hémoglobine fétale. Je pense à des choses comme ça qui peuvent être plutôt biologiques éventuellement, mais qui aident bien à réfléchir dans un certain nombre de situations. Parler de génétique, parler de choses comme ça. Enfin, voilà. C'est une suggestion. Il n'y a pas que les situations cliniques qui méritent. ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup Purement axé. cliniques, disons. Ouais, on a beaucoup axé les topos précédents sur les complications, notamment de la drépanocytose. Et c'est vrai que, voilà, je crois que vous avez tout à fait raison. Ouais. On va continuer de voir, en tout cas, on va vous écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et puis, merci beaucoup aux organisateurs et à toute la filière de l'aide logistique et de l'organisation de ces ateliers, toujours enfin, voilà, très efficace. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.